Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur le site radioici-et-maintenant.com et également sur les applications radio pour smartphone, sans oublier le canal 9A de la RNT. Tout au long des émissions, vous avez la possibilité de vous exprimer, d'intervenir, de proposer des sujets, et pour participer à notre émission, c'est le 08 92 23 95 20, également le 08 90 37 38 38. Morgane avec vous cet après-midi, on est le jeudi 6 avril 2023 et j'aurai le plaisir d'avoir un invité pour l'émission du jour. Il s'agit de notre invité du jour, Jean-Philippe Biron. Jean-Philippe Biron a déjà eu l'honneur de participer à d'autres émissions sur Radio Ici et Maintenant. Monsieur Jean-Philippe Biron, économiste français et ancien directeur du magazine Chambre et Sénat, est avec nous. Bonjour, Monsieur Biron, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, madame. Très bien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour notre émission interactive, revue de presse interactive. On va essayer ensemble d'aborder plusieurs sujets en lien avec l'actualité et avoir quelques éclairages et quelques réflexions aussi de votre part. Pourquoi pas commencer avant toute chose par rapport à cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Alors, vous savez, bien sûr, j'imagine, comme tout le monde, un peu suivi les mobilisations et cette réforme. Quelles sont les observations que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui, Monsieur Biron ? Bien, la question est effectivement intéressante et primordiale actuellement. Une chose m'a surpris beaucoup, c'est que Madame la Première ministre, Madame Borne, a accueilli les syndicats en l'absence du patronat, alors qu'en général, toutes les questions de retraite étaient gérées entre patronat et syndicats, et ça se passait, ma foi, pas mal. D'autre part, autour de la table, il n'y avait a priori que des gens intelligents. On se demande ce que d'autres auraient été y faire. Il y a beaucoup de questions actuellement qui sont posées. Les syndicats posent les bonnes questions et ils posent bien sûr les questions traditionnelles qui sont posées depuis 100 ans, enfin depuis qu'ils existent. Ils veulent toujours plus, sachant qu'ils ne vont pas l'obtenir. Mais il est très difficile pour le gouvernement de discuter avec les syndicats de l'avenir des retraites sans faire partager la discussion par le patronat, qui est quand même le premier à avoir donné sa réponse, étant donné que les retraites seront payées sur les salaires. Et ce n'est pas l'État qui va, de sa grande générosité, distribuer les retraites à droite à gauche, à part, bien sûr, aux fonctionnaires dont les retraites ont été parfois par le passé prélevées sur les comptes Agirc Arrco par certains premiers ministres. Donc, première chose, la durée de travail. Par le passé, j'ai eu à connaître d'une affaire d'une personne qui était à la Fédération des travaux publics et qui avait commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Bien, Monsieur Juppé, à l'époque, m'a refusé toute discussion en ce qui concerne la prise en compte d'un départ à la retraite à 65 ans pour ce monsieur, avec une prise en compte de son travail à partir du début de son emploi. Donc, les syndicats ont raison de se battre sur la durée de travail et le départ à la retraite. Je connais d'autres personnes qui sont parties à la retraite à 67 ans, une fois achevés tous les trimestres nécessaires pour justifier une retraite pleine. Actuellement, on ne parle plus de ça et on veut imposer
après avoir baissé de façon considérable l'âge de la retraite, on veut le remonter, sans explication, sans chiffres, et sans concertation entre les trois partenaires, l'État n'étant que la troisième roue du carrosse, ou la cinquième même. Bon, sur les retraites, que dire d'autre? Pénibilité. Pénibilité, il y a des métiers pénibles. Il y a le marteau-piqueur qui est un bon exemple, les ports de charges lourdes, etc. C'est monnaie courante dans l'industrie. Ça va s'arranger avec les exosquelettes et différents matériels actuellement trop chers qu'on achète à l'étranger, mais qui pourraient très bien être fabriqués en France et qui permettraient de trimballer des charges très lourdes facilement et sans grand effort par de jeunes femmes, au besoin, si on veut trouver un peu plus de travail pour les femmes. Chose qui peut se discuter actuellement. L'âge de départ à la retraite, on dit il faut envoyer les gens à la retraite pour que les vieux laissent la place aux jeunes. Or, une chose qu'on oublie, c'est que beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement sont des gens qui sont arrivés à 45, 50 ans et on leur a dit, ils étaient architectes ou cadres dans des sociétés, etc. Vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux, on peut plus vous prendre. Et ils auront beau envoyer des dizaines de curriculum vitae, ils n'auront guère de réponse positive. Donc, âge de la retraite, prise en compte de tous les salaires reçus, possibilité de choisir son âge de départ, comme c'était le cas d'antan, plutôt plus tard, si on a rempli le nombre de trimestres ou de semestres nécessaires. Tout ça, ça demande à être refait. Ça peut l'être relativement facilement en prenant les vieux textes et en les amendant intelligemment. Tout le monde pourra être content finalement. Il y a une dernière chose qui compte et qui pourra se faire sans la venue du patronat. Il y a des salaires qui sont très bas. L'État a mis en place des systèmes permettant de prendre des personnels détachés. Les personnels détachés sont des gens qui viennent de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Moldavie ou d'ailleurs, qui sont embauchés par des boîtes locales théoriques, qui sont en fait souvent basées à Chypre, qui sont censés prendre en charge leur retraite, qui sont payés au tiers du prix d'un salarié français par les entreprises françaises qui les embauchent. Mais en fait, quand ils retournent dans leur pays, ils n'ont plus de retraite, étant donné que les retraites n'ont pas été payées par la société chypriote, qui est plus intéressée par les revenus que par autre chose. Et beaucoup d'entre eux trouvent qu'après tout, vivre en France, si c'est possible, autant faire reconnaître sa citoyenneté, étant donné le nombre d'années passées. On débouche de ce côté-là sur le problème des citoyennetés, des directions envisagées par le gouvernement qui sont de faciliter le regroupement familial élargi, de donner la nationalité très vite à des réfugiés, voire à des réfugiés qui ont été refusés pour commencer. Enfin, il y a beaucoup de questions là-dessus. On ne va pas terminer aujourd'hui. Juste quelques idées. Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui viennent de prendre l'écoute de l'émission à l'instant que nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Jean-Philippe Biron, économiste français, ancien directeur du magazine Chambre et Sénat. On a commencé à aborder cette question de la réforme des retraites, notamment avec aujourd'hui la
11e journée de mobilisation contre cette réforme. Alors, Monsieur Biron, nous constatons que les mobilisations continuent et malgré cette rencontre dont vous nous avez parlé avec Elisabeth Borne, les syndicats ont annoncé un échec suite à ce rendez-vous et refusent de tourner la page de la mobilisation. Comment, quand est-ce que vous pensez qu'un accord pourra être mis en place afin de calmer cette tension qui est présente aujourd'hui entre la population et le gouvernement? Je pense qu'il faut que le gouvernement prenne compte d'une réalité. La plupart des Français ont le cœur à gauche et tiennent leur portefeuille de la main droite. C'est une chose qui semble avoir été oubliée complètement. On a un gouvernement qui méprise, un gouvernement qui s'absente, un président de la République fort sympathique, mais qui joue un peu les prima donna quand il va voir un match de football au Qatar ou ailleurs. Il fait des déplacements qui ne sont pas forcément utiles pour l'État français. Pour autre chose, c'est son problème, on n'en parlera pas. Que vous dire d'autre? Est-ce que ça va continuer? Bien sûr que ça va continuer. Ça va continuer, ça risque de s'empirer. Actuellement, le pays peut être mis à l'arrêt relativement facilement. Ce n'est pas en envoyant des gendarmes, des policiers équipés avec de nouvelles armes, de nouvelles motos, des braves types qui font leur travail aux ordres, qui respectent les ordres qui leur sont donnés, parce qu'ils ne mettent jamais quelqu'un à terre en les battant sans avoir reçu l'ordre de le faire. Bon, tout ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ben, ces gendarmes, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en face d'eux des gens qui n'arrivent plus à aller à leur travail parce qu'ils ne sont pas capables de payer l'essence, parce qu'ils n'ont pas de bus, parce qu'ils n'ont pas de train. Bon, on ne va pas arrêter ça du jour au lendemain. Les bistrots, il y en a plein qui ont fermé. Ils ont fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de clients. Les restaurants, les prix ont grimpé. C'est pas gênant pour tous les gens qui habitent Paris, enfin les gens qui habitent Paris en étant propriétaires. Mais pour les autres, ça pose problème. Les histoires de poubelles, même chose. On dit, mais la poubelle, c'est pas digne d'un Français, faisons venir des Africains, faisons venir des populations qui seront mieux chez nous que chez elles. Ben non. Non. On avait une formule française. Vous avez eu un colonialisme qui a été très particulier. Il y a eu des pages sombres, comme dans chaque pays, pour que ce soit en pleine liberté, pleine indépendance, ou sous le colonialisme. Il y a toujours des gens qui tirent parti des mauvais moments qui surviennent aux populations. Dans le colonialisme, on a essayé de mettre en premier l'éducation. L'éducation, et on est toujours surpris avec grand plaisir de voir chanter les jeunes Africains dans leur classe, ils sont souvent assis par terre ou derrière des bancs de fortune, qui chantent en français, qui suivent avec respect les cours qui leur sont donnés par leurs professeurs. On leur a mis en place la possibilité d'avoir des armées. Ils font toujours appel à la nôtre actuellement. Ça dérive un peu, mais est-ce que ça va continuer? Oui, ça risque de continuer, soit au grand jour, soit de façon larvée, comme c'est le cas depuis assez longtemps pour beaucoup de secteurs de l'administration. L'administration française est l'une des plus belles constructions mondiales. Ses salariés, des gens de qualité, quand on les multiplie par 1,3, 1,4,
on a 30 à 40%, 30% de plus qui sont pas forcément de la même qualité que les autres. On a laissé aller beaucoup d'affaires judiciaires dans lesquelles il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de révocation. Tout ça, ça pèse. Actuellement, les gens qui manifestent ont conscience de cela. Et ils comprennent pas très bien quand des policiers viennent taper de préférence sur une femme parce qu'un bon coup de crosse dans la poitrine, ça les calme. Pourquoi ils tapent sur un vieux? Pourquoi ils tapent sur un journaliste? Sans avoir reçu d'ordre, c'est très difficile à croire. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Alors, monsieur Biron, de votre point de vue, quelle était l'urgence et l'objectif du gouvernement à faire passer cette réforme des retraites, notamment en utilisant le 49.3 ? Disons qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a une vraie histoire, une fausse histoire, l'histoire du 49.3. Il y a eu une discussion qui a été plutôt houleuse avec du mauvais travail d'un certain nombre de députés, voire de ministres, mais enfin on ne parle pas des ministres, là on parle des députés, c'est le peuple qui s'exprime, qui n'ont pas travaillé sérieusement sur des sujets sérieux, qui auraient dû travailler la main dans la main avec le patronat et avec les syndicats. Et là, on aurait avancé. On aurait avancé avec un projet de loi qui aurait été ficelé. On connaissait depuis le départ les points souhaités par le gouvernement. Ces points, il y en a certains qui ne collent pas, tant au niveau gestion qu'au niveau respect simplement des individus et de leur vie. On aurait discuté de façon solidaire. Tous les partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On se dispute, un tel va avec un tel va avec un tel ne veut pas entendre parler d'un tel fait un bras d'honneur aux autres. Enfin, c'est assez bizarre comme comportement et on s'en vient à se demander si on ne devrait pas leur demander de porter un uniforme de façon à éviter certaines tenues et certaines réflexions sur les tenues. Avec les couleurs du parti, de façon à ce que le blâme porte effectivement sur le parti de celui qui se conduit mal. Et c'est un peu ce qui se passe. Il y a disparition quasi programmée de certains partis dans lesquels, de façon traditionnelle, les promesses d'avant d'être élus ne sont plus tenues une fois qu'on l'est. Sans mentionner aucun parti, bien sûr, il y en a pour tout le monde là-dedans. Je ne sais pas que vous dire d'autre. Excusez-moi, oui. Vous m'avez parlé du projet de loi et je me suis laissé aller à déborder dans un autre sens. Et le 49.3. Bon, le gouvernement a justement réalisé qu'il y avait des problèmes avec les retraites. On n'a pas beaucoup parlé des retraites extraordinaires qui sont permises dans certains cas à des morts ou à des gens qui ont eu un poste ou un autre au gouvernement ou à l'Assemblée ou ailleurs ou en tant que fonctionnaire. On n'a pas parlé de ça. Il s'agissait de réformer dans l'urgence des retraites, mais avec une chose qui a été évoquée dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être une fake news, il était question de vendre le système des retraites au BlackRock, qui est un détenteur mondial, c'est un fonds d'actions un peu partout. Ça a été évoqué, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En ce qui concerne le gouvernement, il ne faut pas perdre la face. Et pour ne pas perdre la face, il faut dire on va passer notre loi.
Mais leur loi est mal fichue. Leur loi est mal fichue et les syndicats ont raison de dire il faut qu'on modifie certaines choses. Donc le 49.3 autorise à passer une loi, mais la loi est tellement mal fichue que la rue va continuer à être animée. Ça va mettre à mal beaucoup de choses, beaucoup d'industries. Elles ont été écartelées précédemment, vendues, etc. Ça leur fera pas de bien, c'est une chose. On revient sur le projet de loi. Le projet de loi, il faut le changer. Ça sera toujours la réforme des retraites. Le gouvernement n'aura rien perdu de ses attributions. C'est eux qui contrôleront les choses, mais la discussion doit avoir lieu entre patronat, syndicats, gouvernement, autour d'une table. Ceux qui ne veulent pas y participer, ils iront expliquer à leurs électeurs pourquoi ils n'ont pas participé. Qu'ils soient de droite, de gauche, c'est pas la question. La question, c'est qu'actuellement, il y a de vrais problèmes. Il y a des gens qui sont mal payés. Il y a des gens qui sont pas payés du tout. Il y a des gens qui ont leur salaire qui arrive en retard. Il y a des chômeurs qui reçoivent leurs allocations avec 4 mois de retard. Il y en a d'autres, par contre, c'est leurs héritiers qui en profitent depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il faudrait que l'administration se remette au travail. Le projet de loi, il faut que la loi passe, mais surtout, certainement pas celle qui a été présentée par Madame Borne, qui a peut-être un peu trop laissé travailler ses services dessus, sans lire après, en l'appliquant à sa femme de ménage ou à son concierge, les conséquences qu'il peut y avoir. Il faut regarder autour de soi pour parler à son boulanger. Elle fait ses courses comme les autres. Et je pense qu'elle a conscience de la chose, mais le patronat était trop oublié. Et il faut le ramener dans la discussion. D'accord. Alors, vous avez parlé de BlackRock. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui que des cheminots en grève ont envahi les meubles de BlackRock à Paris aujourd'hui. Et c'est vrai que ce dont vous parliez avait été évoqué dans les médias il y a de cela quelques temps. Cette polémique sur BlackRock, voilà, ce fonds d'investissement soupçonné de vouloir imposer la retraite par capitalisation en France. Donc en effet, l'information avait été relayée. Il y a des discussions qui ont été menées également par rapport à cela. Vous, quel est votre avis sur cette question, sur BlackRock? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir en effet un lien? Un lien, je ne sais pas. Un lien avec l'action des cheminots aujourd'hui, sûrement. C'est principalement, dans un premier stade, les retraites des cadres qui vont être visées. Étant donné que BlackRock s'intéresse surtout aux gens riches et leur permet de faire du cum-cum au besoin si c'est nécessaire. Il est difficile de dire grand-chose avant d'avoir des vraies nouvelles là-dessus. L'invasion des cheminots, ils se sont peut-être sentis visés. Ils ont sûrement plus d'informations que je ne peux en avoir tout de suite. Le risque, le problème, pourquoi faire venir BlackRock alors que nous avons un système qui a fonctionné pendant des années, si ce n'est pour toucher une commission sur l'affaire. Je dis des choses un peu grossièrement sans les attribuer à qui que ce soit. Mais il y a peut-être une volonté de contact qui n'a pas lieu d'être et qui pourrait être répréhensible à terme. C'est un peu le système qu'on a pu voir en Algérie, la valise. C'est mieux qu'autre chose. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas BlackRock, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler de quoi il s'agit? Qu'est-ce que BlackRock? Je ne me souviens plus du nom de la crise qu'il y a eu, la crise des subprimes. C'est une référence qui pourra être regardée de façon intéressante sur Google pour tous ceux qui après voudront s'intéresser à BlackRock.
ils comprendront un peu comment fonctionne un système qui, aux États-Unis, voudrait tout bouffer dans le monde. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis. J'aime bien les États-Unis. Je n'aime pas leur politique actuelle. Je préfère ne pas en dire plus actuellement sur le sujet. Et je ne pense pas que BlackRock soit le meilleur système, comme McKinsey. Il y a des entreprises en France qui font bien leur travail. Il est surprenant que l'administration française, qui est gigantesque, ait besoin des services de telle société. Eh bien, je vous remercie, Jean-Philippe Biron, économiste français, ancien directeur du magazine Chambre et Sénat, d'avoir répondu à différentes questions par rapport à la réforme des retraites. Est-ce que vous souhaitez, par rapport à cette thématique et ce sujet, apporter d'autres réflexions ou bien est-ce que voilà, vous avez peut-être envie qu'on passe à un autre sujet, en tout cas si vous avez le temps de rester avec nous pour la suite. Il y a les histoires de la semaine de 40 heures, et d'autres sujets comme ça, mais l'un des problèmes, c'est les gens qui sont remerciés quand ils ont 45 ans, 50 ans, parce que les jeunes sont meilleurs marchés, plus volontaires, qui donc se retrouvent à ne pas avoir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite convenable. Ces gens-là n'ont jamais été pris en compte depuis une quinzaine d'années. Il faudrait peut-être s'en occuper et se poser la question. Parce que si on vise des carrières courtes comme ça, il est certain qu'un directeur de banque ou un cadre supérieur qui arrive à 50 ans et à qui on dit on peut plus vous garder, on va vous remplacer, il va pas accepter d'être plongeur ou éboueur. Et il reprendra pas forcément un job à 900 € par mois dans l'administration. Et nous continuons notre émission en direct sur Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur le site de la radio ici et maintenant.com, également sur les applications radio pour smartphone, sans oublier le canal 9A de la RNT. Aujourd'hui, on a commencé l'émission avec notre invité Jean-Philippe Biron, économiste français, ancien directeur du magazine Chambre et Sénat. Alors, on a eu l'occasion de revenir un peu sur l'actualité du moment, notamment par rapport à la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et quelques différents points également qui ont été abordés par notre invité. Il y avait aussi en effet donc quelques nouvelles révélations dans l'affaire McKinsey, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Pour rester dans l'actualité nationale, un sujet qui nous concerne tous et que nous pouvons même voir au quotidien, c'est on va dire la situation économique actuelle en France. Il faut savoir que le déficit commercial, c'est un exemple, donc a atteint un niveau inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France de 164 milliards d'euros. Et voilà donc le nombre de faillites d'entreprises qui a également augmenté de près de 50% sur l'année 2022 par rapport à 2021. Alors avec notre invité, ce sera intéressant aussi de mettre en avant cette question de la situation économique actuelle en France. Jean-Philippe Biron, on vous écoute sur le sujet. Une question intéressante aussi sur laquelle on aimerait bien avoir votre analyse, c'est la situation économique actuelle en France. Alors la situation économique actuelle en France est déplorable. Quand je dis déplorable, c'est le sens d'origine, il y a de quoi pleurer. Il y a combien? Il y a 15 ans, nous avions le parc nucléaire
le plus puissant. Je parle pas d'obus ou de bombes stockées on ne sait où. Je dis au niveau parc nucléaire, producteur d'énergie, il n'y avait pas d'autre pays au monde qui soit en mesure de faire aussi bien que la France. Il y a 15 ans, nous avions des constructeurs de voitures qui s'appelaient Peugeot, Renault, et nous avions un président de Renault qui s'appelait Carlos Ghosn, qui était peut-être quelqu'un qui vivait bien, aimait bien se faire payer, mais qui gérait très bien la société et était parti pour faire de Renault le premier constructeur mondial, loin devant les Allemands, loin devant les Américains. Bon, ça ne plaisait pas à tout le monde et il a eu un accrochage avec un jeune ministre de l'époque qui après ça ne lui a guère apporté d'aide quand il a eu des problèmes un peu causés par les Français au Japon. Pour le moment, il est au Liban. Le projet Renault, ça a disparu. Ensuite, on a dit il faut faire de la voiture électrique. J'ai un ami qui a fait le premier rallye Valenciennes-Monaco en voiture électrique. Ça lui a pris bien sûr assez longtemps à l'époque. La voiture électrique, il y a de ça 12-13 ans. On a dit si on fait de la voiture électrique, il faudrait qu'il y ait des prises dans chaque station sur l'autoroute. On l'a dit, on l'a chanté. Pour le moment, il n'y a pas toujours beaucoup de prises dans les stations d'autoroute. Si on y va, il faut 20 minutes pour charger la voiture et il y a des queues pour charger les voitures. Voiture électrique, d'un autre côté, problème de lithium, batterie fabriquée en Chine, lithium venant d'Afrique. Il parle actuellement de lithium cherché en région parisienne. Tout ça c'est bien joli, mais de l'électricité, on s'est dit, étant donné qu'on en fait beaucoup, on en fait plus qu'on en aurait besoin, on va en vendre aux autres pays. Bon, on a trouvé moyen de le vendre à des concurrents d'EDF à des tarifs inférieurs au prix facturé par EDF aux clients français. Excusez-moi, j'ai été interrompu. L'EDF l'a vendu à des tarifs inférieurs de ceux faits à des clients français, permettant aux concurrents étrangers, on a ouvert le marché français en permettant à ces gens-là de venir pour vendre de l'électricité moins cher qu'EDF, de façon à déstabiliser un peu une situation de, entre guillemets, monopole. Ça fonctionnait très bien. Et puis maintenant, on a décidé d'arrêter des centrales. On en a retapé une, Fessenheim, qui a été remise à neuf. Il y en a d'autres qui n'étaient guère malades. Il y en a d'autres qui n'ont pas été réparées par négligence. Où sont passés les budgets? Question, on en parlera peut-être dans 25 ans, mais c'est pas la question du jour. Et puis, il y a quelques semaines, on a dit « Ah, mais on va réparer les centrales. » Et à ce moment-là, on se rend compte que pour réparer les centrales, les turbines, le système des turbines a été vendu par une banque franco-anglo-américaine et ses correspondants au groupe américain General Electric,
qui dit pour réparer vos centrales, il faut que vous passiez par telle société et c'est eux qui vont réparer votre matériel. Bien évidemment, pas au tarif auquel aurait fonctionné le personnel d'EDF, qui avait été gentiment remercié ou mis sur la touche précédemment. Ça, c'est pour parler énergie. Donc, d'un côté, on arrête également les moteurs Peugeot. Peugeot avait trouvé des moteurs qui auraient été productifs à 30% de moins de consommation que les moteurs classiques qu'on retrouve sur les diesels. Bon, et les Français qui aiment le diesel et fument des gitanes, bon, ça c'est du temps de l'ancienne Seita, qui a été vendue également il y a bien plus longtemps. Les moteurs, il est question de les refabriquer, mais il n'est pas sûr que les brevets n'aient pas été vendus. Donc, au niveau industrie, on en a pris un grand coup dans la figure. Après ça, on dit, l'industrie, il n'y a plus assez d'électricité, donc il n'y a plus assez d'électricité pour les industriels. Et l'électricité, on va leur vendre plus cher, étant donné que il n'y en a pas beaucoup, il faut la partager, ça complique les choses. Donc, prenons nos bénéfices là-dessus, tuons EDF, je dis ce tuons avec réserve, comme à la chasse, quoi. Tuons EDF, mais tirons-en le meilleur parti. EDF étant un monopole, il serait bien que tout le monde puisse venir intervenir, ce qui n'est pas le cas pour les Français à l'étranger, mais que tous les autres puissent venir intervenir en France comme ils le souhaitent. Passons au côté militaire, peut-être. Côté militaire, oui. Nous avions une industrie de la défense avec Safran, avec Thales, avec 36 sociétés qui, à l'époque, vendaient du français fait en France. Maintenant, il s'agit du chinois fait en France ou assemblé en France, où il s'agit de l'américain américain ou de l'allemand allemand. Les autres pays européens, je dis pas faisant partie de la structure politique européenne, mais européens en tant que territoire. Bon, les autres pays européens se sont débrouillés pour ne pas tomber exactement dans les mêmes circuits que nous. Ça fait partie des choses qui ont besoin d'être vues au niveau industrie. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture, on a imposé aux agriculteurs français des lois franco-françaises auxquelles sont venues s'ajouter des lois européennes, et on a laissé libre cours à tous les pays qui nous entourent d'envahir le territoire pour livrer leurs légumes, leurs jambons, leur viande, avec plus ou moins de vérifications, pour ne pas dire aucune des vérifications faites sur les sociétés françaises. Ce qui fait qu'actuellement, régulièrement, on voit dans les supermarchés tel produit retiré, tel produit retiré, quand il ne s'agit pas de produits qui ont été mis à la vente, bien qu'ayant dépassé leur date de péremption. Ça, c'est l'agriculture. Problème de santé. Problème de santé, on a commencé par faire disparaître, il y a longtemps, les centres de santé qui permettaient de traiter les urgences, les bobos, etc. Puis, il y a une vingtaine d'années, on a eu l'invasion des services d'urgence par des gens qui venaient se faire soigner, qui n'avaient pas pu se faire soigner ailleurs, dans les dispensaires, qui n'existaient plus. Puis, on est arrivé, on va sauter des années, mais il y a des ministres, des directeurs de l'assistance publique, par exemple,
qui ont géré les hôpitaux en refusant des solutions simples qui auraient fait baisser les prix, mais qui étaient intéressés personnellement à ce que les prix restent les prix prévus. Bon, c'est une question divergente, mais qui compte quand même, étant donné qu'on a eu une invasion d'administration dans tous les systèmes de santé, et beaucoup de systèmes actuellement ont de grosses administrations, moins de docteurs, moins de personnel de santé, sans parler des personnels de santé qui ont été impactés par la vaccination Covid, qu'on voudrait bien réembaucher peut-être actuellement, mais qui ont passé des mois sans être pris en compte. Tout ça, je reste tout à fait dans le cadre de l'économie française. Il y a un problème à ce niveau-là. Au niveau de l'économie française, il y a tous les médicaments français. L'ivermectine, l'hydrochloroquine, l'aspégique, l'aspirine, 36 produits qui sont en manque de façon régulière dans les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas approvisionnés. Est-ce que ça veut dire que c'est à l'exportation que sont partis tous ces produits? Ah non, c'est parce qu'on ne les a pas fabriqués. On ne les a pas fabriqués, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de commande régulière et d'État. On était plus pressé à passer des commandes de vaccins qu'à passer des commandes aux sociétés françaises, dont certaines ont quasiment disparu. Certaines s'en sont sorties miraculeusement. On revoit l'homéopathie qui ressurgit un petit peu, les médecines douces, mais les fameux traitements de grand-mère qu'utilisaient les médecins de campagne, ça a bien disparu. Et souvent, ils s'appliquent des protocoles, ça fait plus riche, qu'ils ont reçu des prescriptions de l'ordre des médecins. Je ne veux pas me mettre pour les médecins sur le dos, j'ai le plus grand respect pour cette digne administration. Il n'y a plus de... Les vaccins français, actuellement, on pourrait y penser, pour l'invasion de dengue, on le signale. On va avoir 40 départements qui ont, paraît-il, de jolis petits moustiques avec des petits points blancs et un ventre rouge, qui vont venir nous piquer. Et il faut savoir que la dengue, ça existe depuis longtemps. Il y a des systèmes pour la traiter qui existent en Afrique et dans d'autres pays. Peut-être serait-il urgent que nos gens qui étaient précédemment spécialistes des vaccins se remettent au travail et cherchent à trouver des solutions. Ainsi, par exemple, vous avez eu, il y a peu de temps, on a trouvé des œufs à Lyon qui avaient été produits par des poules qui étaient allées dans des terrains qui avaient été traités avec des pesticides. Ces œufs étant inconsommables, on les a détruits. Je ne suis pas sûr qu'on ait tué les poules concernées. Ne serait-il pas plus prudent de dire ces œufs, on va les donner à couver aux poules, on va avoir des poussins, on va avoir des poules, on va regarder ce qui leur arrive, quelles sont les malformations qu'elles vont subir, est-ce qu'elles vont avoir des gènes ou des contre-feux qui sont émis par leur organisme contre ces substances toxiques. Ce sont des choses qui intéressent le public. Ce sont des choses qui intéressent l'économie française, qui ne vend plus actuellement parce qu'on lui interdit beaucoup de choses. Alors, revenons aux militaires que j'avais évoqués tout à l'heure. On est en train actuellement de mettre en vente à des sociétés anglo-américaines et chinoises, je crois, des sociétés françaises. On a beaucoup
tué les entreprises françaises récemment. Et nous sommes plutôt consommateurs de produits qui viennent d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, des États-Unis, et puis maintenant, pourquoi pas, de Chine ou d'ailleurs. On interdit aux entreprises françaises de vendre certains produits fabriqués en France à l'étranger. Par contre, on n'interdit pas effectivement aux étrangers de vendre leurs produits en France, c'est-à-dire que c'est table ouverte. Que vous dire encore? Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je vais rappeler entre-temps le numéro du Standard sur Radio Ici et Maintenant avec Jean-Philippe Piron, économiste français, ancien directeur du magazine Chambre et Sénat. Vous pouvez intervenir également au 08 92 23 95 20 ou bien au 08 90 37 38 38. Bien, pour en revenir au sujet principal, on en revient à l'inflation. Bon, l'inflation, c'est-à-dire la dévaluation, c'est-à-dire la monnaie qu'ont connue les Allemands qui allaient faire leurs courses, enfin, c'était probablement une légende, mais avec une brouette pleine de billets pour acheter leurs baguettes, hein, ou leur équivalent. Il faut remettre l'entreprise française au travail. Pour remettre l'entreprise française au travail, il faut supprimer un certain nombre de contraintes qu'on lui a mis sur le dos, qui sont des contraintes européennes principalement, que ne s'imposent pas nos voisins, qui savent gérer l'Europe beaucoup mieux que nous ne savons le faire. Nous paradons là-bas, nous avons quelques bons députés qui font très bien leur travail, mais l'Europe n'a tenu aucun de ses engagements. Elle a ouvert les frontières au lieu de les créer. Schengen a été une farce. Ça continue à être une farce. On veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous avions de bonnes relations avec la Russie. On avait de bonnes relations avec l'Ukraine. On va pas faire je vais pas parler des personnalités qui ont été plus ou moins créées pour gérer le sujet, mais il faut qu'on aide les entreprises françaises. Il faut pas qu'on les aide avec des cadeaux. Il faut pas qu'on les aide avec des cadeaux qui vont aller aux administrateurs, qui vont aller aux patrons de la boîte. Je parle des grandes sociétés, parce que les patrons des boîtes qui mettent leurs sous au service de la société, je trouve normal qu'ils en ressortent des bénéfices. Par contre, à partir de certains volumes, il serait assez normal que l'on remette les impôts. Enfin, on sort du sujet, n'en parlons pas. On reparle de l'inflation. L'inflation, ça veut dire que, étant donné qu'on fabrique de moins en moins, on va acheter de plus en plus ailleurs. Étant donné que on a certaines habitudes, et des habitudes commerciales qui sont devenues relativement néfastes, il va falloir chasser un peu les marchands du temple. Il y a des gens qui multiplient les prix par 3, par 4, alors que dans le temps, on travaillait à 30%, 25-30%, mais l'habitude s'est installée. Il faut dire que les fortunes deviennent beaucoup plus substantielles plus rapidement, mais à qui est-ce que ça sert? Pas à grand monde, malheureusement. Quand on a épuisé les Maldives et le bonheur des eaux turquoises, bon,
On peut aller ailleurs, mais on a vite fait le tour quand même. L'inflation est là pour le moment, et l'inflation, on va se la prendre dans la figure. Avant les Allemands qui ont pris leur précaution, ça mériterait une une autre discussion beaucoup plus substantielle, quoi. L'inflation, disons que pour clore un peu, il faut regarder au niveau de la population. Combien vont-ils payer pour leur loyer? Combien vont-ils payer pour leur électricité? Combien vont-ils payer pour l'euro? L'eau, bien sûr, qu'on n'aura pas mis dans des bassines à s'évaporer, alors que il y a une trentaine d'années, avec Jacques Chirac, il avait été prévu qu'on fasse un certain nombre d'implantations pour éviter toutes les crues de la Seine. On a fait un certain nombre de lacs et puis on en a oublié la moitié. Bon, qui n'ont pas été faits, ce qui fait qu'on n'a pas totalement réglé le problème. Maintenant, on parle de bassines qui vont aller puiser dans les nappes phréatiques, mais qui vont désespérer nombre d'agriculteurs qui ne sont pas à proximité de ces bassines, qui vont désespérer certains villages qui ne seront pas à proximité de ces bassines. Si on veut refaire le Sahara dans certains coins de France, allons plutôt en Afrique, ça sera meilleur marché. Alors, l'inflation, ça va être quoi, effectivement? L'électricité, le chauffage, électricité à nouveau, puisqu'on voudrait qu'il n'y ait plus de fioul, le bois qu'on vend maintenant en quantité en Chine et dans d'autres pays. Ils ont des arbres là-bas aussi, mais ils doivent trouver des avantages à l'acheter en France. Et ça doit servir également d'autres intérêts que ce bois soit vendu là-bas. La France est pillée un peu actuellement. Si on continue comme ça, elle sera pas loin de disparaître. Je ne pouvais pas faire de procès au précédent président, mais on a fait passer avec l'équivalent d'un 49-3 le traité de Lisbonne, pour lequel il y avait eu un référendum qui avait voté contre. Et on peut se poser la question de la légitimité de cette décision de l'époque, qui serait peut-être utile d'envisager de remettre en cause. Alors, l'inflation, c'est à tous les niveaux. Quand tout vous coûte plus cher, vous allez revendre plus cher. Plus vous vendrez cher, moins on vous en achètera. Moins il vous sera possible d'en exporter, et plus vite votre industrie disparaîtra. Ça va être vrai à tous les niveaux. Les gens qui ont de l'argent ou qui ont des notes de frais plus que substantielles s'en rendront peu compte. Pour les autres, ça va être sévère. J'ai dit. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe Béron. On avait quelques questions aussi d'auditeurs sur notre Instagram, radio.ici et maintenant, des personnes qui souhaitaient vous interroger par rapport à différentes questions. Alors, je vais partager l'une des questions. Je cite, est-ce que la France, Monsieur Biron, selon vous, va entrer en récession? C'est pas une obligation. Si elle rentre en récession, ça sera par choix, mais pas par un choix citoyen, par le choix de personnes qui sont là où elles n'ont rien à faire et qui passent plus de temps ailleurs que dans leur bureau à travailler. Et on a une autre question pour vous. Donc, un auditeur demande... Monsieur Biron, selon vous, quel est l'avenir pour la France en 2023, l'avenir économique? L'avenir économique, cette année, c'est sévère. Sévère. Que dire d'autre?
On a très mal démarré l'année. On va continuer à... Ça va se passer beaucoup. Bon, je vais prendre un exemple que je ne devrais pas prendre, mais enfin, j'ai pas mal d'amis, donc je vais pas m'en priver, ils m'en voudront pas, ils me connaissent. Il y a un parti récemment qui a élu un nouveau président. Ce nouveau président a dit je passe des accords avec X, Y, Z. Et on va avoir une forme de cohésion par la suite. Cette cohésion, aujourd'hui, c'est totalement démenti. Et certains parlent de la disparition du parti en question, qui m'a été sympathique en un temps où il avait 3 lettres. Voilà. Que dire d'autre? Que la France va se recréer une industrie militaire du jour au lendemain? Non, il y a plein de bonne volonté. Il y a encore beaucoup d'ingénieurs très capables. Les capacités financières pourraient être mobilisées auprès d'industriels français, même dans les supermarchés, les grands groupes. Il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent, qui retrouveront très largement. Peut-être faudra-t-il diminuer certains accords précédents, de façon à travailler de façon un peu plus rigide, mais il y a possibilité de relancer de l'industrie, mais de relancer de l'industrie en payant correctement le personnel, un personnel qui ne fera pas grève et qui travaillera le temps d'heure prévu. Dans le temps, je me souviens de personnes très proches qui travaillaient 50 à 60 heures par semaine de façon régulière. Ça les a jamais rendus malades. Il est certain qu'ils allaient au restaurant matin et soir. C'était la partie la plus dangereuse de la journée, pourrait-on dire. Mais ils travaillaient toute la journée. On est passé à la semaine de 39 heures, 35 heures, 45 heures, on a tout vu. C'est quelque chose qui est à voir. C'est donc effectivement suite à... Il faut arriver à reparler au peuple. Il faut arriver à ce que le Premier ministre soit respecté en tant que Premier ministre, le Président en tant que Président, qui restent à leur place, l'un comme l'autre. Il y en a un, on ne peut pas trouver mieux. Pour l'autre, il y a déjà beaucoup plus de travail. Il faut refaire travailler l'administration. Il faut que les relations avec le patronat se stabilisent, et se stabilisent intelligemment en n'incitant pas par des problèmes de taxation ou à mettre à l'étranger des sommes qui seraient mieux en France, investies dans les entreprises françaises, et à laisser cet argent en France produire de l'argent en France, et que tout l'argent restant en France soit rémunéré normalement, ce qui n'est plus le cas. C'est pour ça qu'il faut changer nos raisonnements pour relancer l'économie. Volonté politique, discussion avec le patronat pour relancer l'économie. Actuellement, il est plus intelligent d'acheter un produit qu'on va payer 15 centimes d'euros en Chine, qu'on va revendre 3,50 €, 4 €, voire 15 € pour les plus malins, de faire de l'encre pour les imprimantes. On l'a fait venir de Chine. C'est le quart du prix de ce qu'on payerait pour de l'encre de marque. C'est exactement la même, hein. C'est la même boîte, même matériel. Les marques les achètent en Chine et font la multiplication eux-mêmes. Ils la feront plus que les gens qui multiplient par 4 déjà cette encre revendue en France. Il y a toute une notion, il faut qu'on remette les pieds sur terre. Ça sert à quoi d'avoir 2 milliards sur son compte en banque
quand on fait pour ça, on le fait progresser à l'étranger, à ne rien faire ou à essayer de faire plus de milliards en rendant esclaves des populations entières. Il faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Et pour ça, il faut repenser au bien commun, parce que le bien commun, c'est la base d'une société. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être copain avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que les gens grossiers vont devenir polis, que les gens hautains vont devenir humbles. Non, ça ne veut rien dire tout ça. Ça veut dire tout simplement que dans une société où la sécurité est en place, l'industrie tourne, les salaires tombent régulièrement à des taux normaux, on ne livre pas le pays à une immigration absolument incontrôlée, incontenue, inconnue même, qui prépare les armées de demain pour mettre la France à feu et à sang. On a de petits exemples actuellement avec les Black Blocs, pas les Black Rock, les Black Blocs, oui. Les Black Blocs qui apparaissent, mais qui sont en fait, ils ne se connaissent pas entre eux, ils arrivent tous le bonjour, à la bonne heure, à l'endroit, donc ils ont été contactés. Il y a certainement un organisme qui les concerte quelque part, comme il peut exister des sociétés qui organisent, comme Wagner par exemple, des mercenaires. Tout ça, c'est pas gratuit de toute façon. Hein. Ce sont des gens qui se déplacent, qui sont propres sur eux, si on peut dire, mais qui sont là pour faire, de la même façon que la police ou les gendarmes, le travail qu'on leur demande. Alors, qui les finance, quel est l'ennemi? Il faut trouver l'ennemi et il faut condamner l'ennemi. La provocation poussée à ce point, c'est trop. Certains autres pays européens arrivent à sortir un peu d'un système qui est actuellement trop dépendant d'une Europe qui n'est pas européenne, dont le siège est à Washington. Et de nouveau, j'aime beaucoup l'Amérique, j'aime bien les Américains, mais je n'aime pas leur politique actuelle. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Philippe Biron, sur Radio Ici et Maintenant, et d'avoir apporté vos observations et lumières sur Radio Ici et Maintenant par rapport à ces différents sujets. Alors, merci encore. Alors, je me souviens personnellement... Merci de votre invitation à participer. Et à bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Je me rappelle en tout cas que j'avais eu l'occasion de vous rencontrer personnellement à l'âge de 12 ans, c'était au Sénat lorsque David Apacy était médaillé. Peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer puisque l'émission était à distance aujourd'hui, mais peut-être que vous... Merci. À bientôt, au revoir. Très bien, bonne journée, au revoir. Bonne journée.